à l'automne de l'année 2012. C'est la rentrée, mais pas que. Vous vous rappelez peut-être, l'automne de l'année 2012, c'est aussi à 3 mois de la fin du monde. Les Mayas, les réseaux sociaux, les médias, tout ça, vous vous souvenez? Bon, pour moi, c'était juste la rentrée. J'étais dans mon bureau, avec ma main gauche, j'étais en train de travailler à préparer un cours de physique des plasmas. Et avec ma main droite, en même temps, je finissais la rédaction d'un article scientifique sur l'énergie maximale des éruptions solaires. Oui, car voilà, je suis astrophysicien, et ma spécialité, c'est justement l'étude des phénomènes actifs du Soleil. Donc je suis dans mon bureau en train de travailler tranquillement, et le téléphone se met à sonner. Et là, j'ai une dame au bout du fil qui veut me poser des questions sur les éruptions solaires. Je me dis qu'elle avait dû trouver mon nom quelque part, je faisais un peu de vulgarisation à l'époque sur le sujet. Et là, en fait, je me retrouve avec une dame au bout du fil qui est carrément angoissée. En fait, elle veut me poser des questions sur le fait que les éruptions solaires pourraient causer la fin du monde. Ce qui n'est pas le cas. Alors j'essaie de lui parler, j'essaie de lui expliquer avec des arguments scientifiques que ce n'est pas le cas. Je lui parle de mon article scientifique qui montre que les éruptions, certes, peuvent être plus intenses que ce qu'on a déjà vu, mais pas au point de créer la fin du monde. Puis je vois qu'elle n'est pas vraiment réceptive. Alors après, j'essaie de l'écouter, j'essaie d'être un peu plus en empathie, j'essaie de la rassurer, mais je vois évidemment que ça ne marche pas. Et après tout, c'est normal, ce n'est pas mon métier. Donc je suis dans une situation assez difficile pendant cet appel, je ne suis pas du tout à l'aise. Ça dure une bonne demi-heure, et je dois dire que j'avoue que je suis content quand cet appel se termine. J'ai envie de passer à autre chose. Je me remets à mon travail, et en fait, je n'arrive pas à travailler. Et je réalise que je suis choqué, et énervé aussi. Je suis choqué d'abord par ce que j'ai reçu de cette dame qui m'a vraiment envoyé son angoisse, et c'était choquant pour moi de constater cette angoisse. Et j'ai aussi été énervé, et vraiment très énervé, par la réalisation à ce moment-là, l'effet que peuvent avoir les discours catastrophistes sur les gens, et plus encore quand ils usurpent la science, et plus encore quand c'est mon domaine. Alors oui, c'est vrai, les éruptions solaires, c'est des phénomènes naturels qui peuvent causer des problèmes, dans l'environnement de la Terre notamment, l'environnement spatial essentiellement. C'est des problèmes technologiques. Il y a d'ailleurs une science appliquée qui étudie ça, qui s'appelle la météorologie de l'espace, qui vise à comprendre donc les perturbations dans l'environnement spatial. Cette météorologie de l'espace, c'est souvent ce dont je parle d'ailleurs quand on me pose la question éternelle « à quoi ça sert d'étudier les éruptions solaires ?» Quand on est astrophysicien, on pose toujours cette question « à quoi ça sert ce que vous faites ?» Et c'est ce dont j'aurais pu vous parler ce soir. À quoi ça sert les éruptions solaires? Et à quoi ça sert leur étude pour la météo de l'espace? Mais ce que j'ai choisi de partager avec vous ce soir, c'est totalement différent. Ce que j'ai choisi de partager avec vous, c'est que ces phénomènes naturels, c'est avant tout des phénomènes splendides, merveilleux, magiques. La deuxième chose que j'ai voulu partager avec vous, c'est que leur physique aussi, elle est belle. Oui, la physique, vous vous rappelez les sciences physiques, on en a tous fait à l'école. Bon, ça n'a peut-être pas plu à tout le monde, il y en a qui sont contents de ne plus en faire, mais je vais essayer de vous montrer que la physique des éruptions solaires, c'est aussi beau. Et plus encore que ça se rapproche des choses de la vie de tous les jours que vous pouvez expérimenter. Allons-y. Alors le Soleil, qui est notre étoile, vous le savez peut-être, c'est une sphère de gaz, mais pas que. C'est une sphère de gaz magnétisée. En fait, ce magnétisme, c'est le même que celui qui permet à des aimants de se coller les uns aux autres de cette façon. C'est le même aussi qui fait que ces aimants-là, on peut les coller sur les frigos dans nos cuisines. Et bien cette force d'attraction des aimants, cette force d'attraction qui leur permet aussi de coller au métal, elle s'appelle la force de Laplace. Elle a été découverte au XIXe siècle par le scientifique français Pierre-Simon de Laplace, qui lui a donné son nom. Et bien ce magnétisme, cette force de Laplace, elle n'existe pas que dans les aimants. Elle existe tout autour de nous, même si on ne la voit pas. En fait, c'est le magnétisme terrestre, celui qui fait marcher nos boussoles. Il y a un pôle nord au sud et un pôle sud au nord. C'est le cas, ils sont inversés, et c'est ça qui fait marcher nos aimants. Mais ce magnétisme, il existe aussi ailleurs dans l'univers. Il a été mesuré pour la première fois au début du XXe siècle par l'américain George Hale dans les taches solaires à la surface du Soleil. Car oui, le Soleil dont on a l'habitude, c'est celui-là. En l'occurrence, pour moi, ça a été le beau soleil de Caen qui m'a accueilli ce matin, dont vous avez l'habitude ici.
Mais le Soleil, ce n'est pas que ce disque lumineux uniforme tel qu'on en a l'habitude. En fait, il y a plein de choses qui se passent à la surface et tout autour du Soleil. Et pour les voir, il faut des instruments scientifiques. Et là, ce que vous pouvez voir ici, sur cet instrument scientifique, sur cette observation d'un instrument qui est un spectrohéliographe, ce qui a été observé à l'observatoire de Meudon, dans les Hauts-de-Seine, un 14 juillet, comme vous pouvez le voir sur la date. Il y a des gens qui travaillent les jours fériés, et les fonctionnaires, ça travaille aussi les jours fériés. Eh bien, on voit à la surface de ce Soleil des grandes zones sombres, dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud. C'est ça les taches solaires. Et ces taches solaires, eh bien, elles sont plus grandes que la Terre. On pourrait mettre plusieurs terres dedans. Et dans ces taches solaires, il y a de l'aimantation. La même aimantation qui fait coller nos aimants au frigo, qui leur permettent de s'attirer les uns aux autres. Et cette aimantation, ce champ magnétique, c'est le terme, en fait, il n'est pas confiné que dans les taches solaires. Il se déploie aussi au-dessus de la surface du Soleil, dans ce qu'on appelle la couronne solaire. Et il forme des grandes arches que vous pouvez voir sur cette image ici, qui est une image du Soleil en extrême ultraviolet, observée depuis l'espace, car c'est des rayonnements qui ne touchent pas le sol. Et vous pouvez voir sur cette image en ultraviolet des grandes arches de gaz. C'est du gaz porté à 1 million de degrés, qui dépasse du bord du Soleil, mais aussi qu'on peut voir par-dessus le disque. Et ces arches, en fait, elles sont de la même nature que les boucles que l'on peut faire en collant des aimants les uns aux autres. Et vous voyez, le simple fait que je bouge comme ça mon corps, ça fait bouger cette arche dans mes mains. C'est assez fragile un équilibre magnétique, ça bouge tout le temps. Eh bien, les arches au niveau du Soleil, elles bougent tout le temps aussi. Elles sont animées de mouvements perpétuels, permanents, 24 heures sur 24. Et de temps en temps, et en fait plusieurs fois par jour, ces mouvements causent des éruptions solaires. En l'espace de quelques minutes seulement, des grandes arches de gaz sont éjectées à des vitesses pouvant atteindre plusieurs millions de km/h, en libérant des énergies colossales correspondant à 100 000 fois la consommation d'énergie mondiale annuelle, en quelques minutes. Avec des embriancements, des chauffages de matière, plein de choses qui se passent. Ces phénomènes, ils sont vraiment merveilleux. Moi, je ne me lasse pas de les regarder, même après 25 ans à travailler sur le sujet. Et pour moi, qui suis scientifique, en fait, chaque nouveau télescope qui arrive, chaque nouveau satellite qui nous apporte des nouvelles données d'observation, apportent tous leur lot de splendeur, car ils permettent de voir ces phénomènes sous un autre angle, de manière différente. Alors une chose qui est magique, en plus de leur apparence sur ces éruptions solaires, eh bien, c'est qu'on peut les expliquer. Et avec quoi est-ce qu'on peut les expliquer? Avec la physique, évidemment. Et cette physique, c'est quelque chose qui est vraiment tripant. Moi, en tant qu'astrophysicien, en tant que chercheur, ce qui me fait triper, c'est de comprendre les phénomènes, mais aussi d'aller au-delà de la compréhension, de faire des découvertes. C'est donc dans ce contexte que j'avais commencé à travailler sur les éruptions solaires il y a une quinzaine d'années. Et les éruptions solaires, ce n'était pas du tout un sujet neuf. C'est quelque chose qui est étudié en fait depuis le milieu du XXe siècle. Et les éruptions solaires sont très bien connues, notamment dans la formation de ce qu'on appelle des boucles post-éruptives qui se forment proches de la surface du Soleil. Et ces nouvelles boucles magnétiques se forment par un phénomène qu'on appelle la reconnexion magnétique. Bon, ok, c'est un gros mot, mais je vais vous guider. En fait, vous voyez sur l'animation ici, comment fonctionne cette reconnexion magnétique. Vous avez une grande boucle bleue, une boucle d'aimantation, une grande boucle rouge, et en fait, elles sont attirées l'une vers l'autre, toujours par la force de la place. Et lorsqu'elles entrent en contact, eh bien, il y a des phénomènes sur lesquels on ne va pas s'étendre, qui se passent au point de contact, qui font que ce champ magnétique est brisé, et les boucles se reconnectent. Et en fait, cette reconnexion, on peut encore la visualiser avec nos petites chaînes d'aimants. Si on prend nos chaînes d'aimants et qu'on les rapproche l'une de l'autre, elles sont attirées, là je sens la force d'attraction, elles entrent en contact, et elles peuvent se déconnecter l'une à l'autre. Ce phénomène, c'est celui-là, celui de la reconnexion magnétique. C'est quelque chose qui est bien connu. Qui est connu depuis les années 60, 70. Il y a un modèle standard pour les éruptions d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on enseigne à nos étudiants de master de physique des plasmas. Donc pour moi, c'était un truc pas intéressant. Ce sur quoi je voulais vraiment travailler, c'était sur le phénomène de déclenchement de l'éjection, que vous pouvez voir là. Ça fait partie des grandes questions de la discipline sur lesquelles les gens travaillent encore aujourd'hui. Et j'avais vraiment envie de comprendre ce déclenchement. Donc j'ai commencé à développer un code numérique, c'est un gros programme,
que j'ai fait tourner sur des supercalculateurs avec plein d'ordinateurs en parallèle, et puis j'y arrivais pas. Après des mois et des mois de calcul, j'arrivais pas à reproduire une éjection. Vous savez, comme disait le général, les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Eh bien, j'étais un peu dans cette situation-là, de grande frustration. Et puis, je me suis mis à analyser mes calculs d'un autre angle. Je me suis dit, bon, il faut regarder d'autres choses. Et là, j'ai vu un phénomène qui était totalement inédit, totalement différent. Quelque chose que je cherchais même pas. Je n'avais pas conçu mon code pour ça, je n'avais pas conçu mes études pour ça. Mais j'ai eu ce regard, l'œil de ce qu'on appelle la sérendipité. Il y a un terme qui signifie quand on fait une découverte sur un sujet qu'on n'avait pas prévu. Et ce que j'ai découvert en analysant mes simulations numériques, c'était que cette fameuse reconnexion magnétique, en fait, elle ne se passait pas exactement comme avec les aimants, lorsqu'on les colle et qu'on peut les décrocher, mais au contraire, que les boucles magnétiques, elles glissaient les unes par rapport aux autres, de manière continue. Ces boucles dérapaient. L'image qui m'était venue à l'époque, en voyant ces boucles déraper, c'était l'image du coyote. Vous savez, le coyote dans le dessin animé Bip Bip, lorsqu'il court au-delà de la falaise et puis qu'il se retrouve dans le vide et puis il y a ses pattes qui galopent comme ça. C'est ce que je voyais dans mes calculs. Les boucles ne se cassaient pas, elles dérapaient les unes par rapport aux autres. Et c'est d'ailleurs suite à cette image de coyote que j'ai donné ce nom à ce phénomène, la reconnexion dérapante. Alors, ce côté de la découverte, ce côté de la compréhension, c'est quelque chose de fabuleux. C'est quelque chose qui prend aux tripes. Moi, c'est vraiment ça qui me fait triper. Il y a le côté de la beauté des éruptions, que je ne me lasse pas d'observer, mais aussi le côté de cette compréhension de physique. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure, et c'est quelque chose de vraiment merveilleux, de vraiment tripant. Cette physique des éruptions, elle est basée sur cette force d'attraction, la force de la place. C'est elle qui est responsable de l'attraction des deux boucles magnétiques qui vont entrer en contact et faire de la reconnexion magnétique qui libère toute cette énergie. Mais c'est la même force de la place, la même qui permet à nos aimants d'être attirés l'un vers l'autre. C'est celle qu'on retrouve chez nous, dans nos cuisines, sur nos frigos et dans les jeux d'assemblage des enfants. Alors les éruptions solaires, est-ce que c'est des catastrophes ? Non. Est-ce que ça pose des problèmes technologiques ? Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est la fin du monde ? Non, pas du tout. Alors, plutôt que d'avoir peur de ces phénomènes, et si on jouait à faire des éruptions solaires au creux de la main ?